Bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Oussama. Bonjour Oussama. Bonjour. On est en mode un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur les différentes vidéos de coups d'État. Aujourd'hui, on est là pour parler des 20 erreurs qui sont les plus communes chez les entrepreneurs. Donc on va les passer en revue une à une et je pense qu'on va citer des exemples et on va voir vraiment, on va aller essayer d'aller en profondeur sur ces erreurs pour essayer d'éviter de les faire à votre tour. Voilà. Oussama, je te propose qu'on commence directement. Pour toi, quelle est la première erreur qui est vraiment la plus commune que tu retrouves chez les entrepreneurs que tu rencontres tous les jours? Alors, euh, l'erreur la plus commune qu'on retrouve chez les entrepreneurs, c'est d'être seul. Et je pense que c'est très compliqué de s'associer parce que ça demande beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles. Et il y a eu un certain nombre de cours dans Coup d'État sur les questions d'association, etc. Mais dans Coup d'État, on a essayé d'expliquer comment s'associer, quelle était la bonne façon de faire, sans doute un petit peu pourquoi s'associer. Mais on n'a pas répondu à cette question fondamentale qui était pourquoi il ne faut pas être seul. Et alors, pourquoi il ne faut pas être seul Parce que être seul, c'est terriblement déprimant, c'est terriblement dur, et que si on comprend qu'en fait faire une start-up, c'est avant tout une question de morale et une question de volonté, on comprend que c'est plus simple d'être solide à deux. Mais c'est à la fois plus simple et à la fois plus dur. Et il est là le paradoxe. Le paradoxe, c'est que statistiquement, les gens seuls échouent systématiquement. Et alors, les gens adorent dire mais non, c'est pas vrai. J'ai un cousin, il a lancé une boîte, il était tout seul et ça a marché. Alors, quand on dit qu'être seul, statistiquement, ça fait échouer, ça veut simplement dire que les gens qui réussissent, c'est comme les gens qui gagnent au loto. Les gens qui gagnent au loto sont statistiquement rares. Et bien, les gens qui réussissent seuls sont statistiquement rares. La norme quand on est seul, c'est d'échouer plus rapidement que la moyenne, de ne pas vraiment donner des chances au projet. La deuxième chose, c'est que, et là est le paradoxe, c'est que la première cause de faillite des startups à The Family, ou où que ce soit sur la planète, que ce soit à Y Combinator ou dans tous les endroits qui ont l'habitude de voir beaucoup de fondateurs, tout le monde sait que la cause principale d'échec des projets, c'est les disputes entre fondateurs. Alors, les gens disent, mais ok, alors être seul, on échoue, mais la façon la plus commune d'échouer, c'est d'être avec la mauvaise personne. Et alors oui, parce qu'en fait, il est là le premier challenge d'un entrepreneur, c'est de réussir à faire rêver les gens. Si on est seul, ça veut dire qu'à un moment, on n'a pas réussi à convaincre ne serait-ce qu'un ami à venir tenter l'aventure avec soi. Comment on peut prétendre qu'on va réussir à convaincre le monde si on n'arrive pas à convaincre un ami? La deuxième chose, sur ces questions d'être seul, ce qu'on ne veut pas admettre et qui est pourtant horrible à regarder comme réalité, c'est que les gens seuls sont des gens qui ont toujours un gros problème de confiance en eux et dans les autres. En eux parce qu'ils sont emprisonnés dans leur solitude et dans le fait que c'est compliqué d'avoir quelqu'un, je ne sais pas si c'est la bonne, etc. Et puis dans les autres parce que s'associer avec quelqu'un, c'est se mettre en danger et que c'est comme être dans un couple, etc. Et alors, je pense que l'analogie avec le couple est la bonne. C'est un peu comme prendre la décision de faire un enfant avec quelqu'un, ou genre de décision de vie, se marier, je sais pas quoi, acheter une maison, ça doit même être pire qu'un enfant. Ce genre de décision suppose à un moment qu'on fasse confiance. Alors il y a des gens, ils mettent 10 ans à accorder leur confiance. Il y a des gens, ils mettent 6 mois à accorder leur confiance. Et il y a une étude statistique, moi, qui me fascine. Aux États-Unis, on a regardé combien de temps les gens mettaient à se marier et faire un enfant, et combien de temps leur couple durait. Et plus ils font un enfant rapidement, et plus ils se marient ou quelque chose rapidement, plus longtemps ils sont mariés, et moins le taux de divorce est fort. Et c'est très contre-intuitif. Ouais. Parce qu'on pourrait croire qu'en fait, il faut vachement bien vérifier la personne, il faut avoir une période d'essai longue. Mais les périodes d'essai dans la vie, c'est comme dans l'entrepreneuriat, ça n'existe pas. Moi, je pense que les gens qui mettent très longtemps à décider qui est leur amoureux, qui est la femme de leur vie, l'homme de leur vie, sont en fait des gens qui ont un profond manque de confiance ou qui n'admettent pas qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne. Et donc, ils préfèrent être avec la mauvaise personne qu'être seul. Et ça, c'est une caractéristique assez commune des gens qu'on observe tous. Et plutôt qu'être seul et donc d'être en disposition de trouver quelqu'un. Et c'est pour ça que la recherche d'associés, c'est un peu la même chose. Si on n'a pas trouvé l'associé, il vaut mieux commencer seul. Mais là où il y a un blocage, c'est qu'il faut admettre cette idée très contre-intuitive que même si on a été seul longtemps, même si on a fait des choses extraordinaires longtemps, le jour où on fera rentrer quelqu'un,
on le fera rentrer à très haut niveau en capital. Moi, je vois des exemples qui me gonflent. C'est des gens qui ont travaillé 1 an et demi. Ils tombent sur la perle rêvée quand on leur dit « Est-ce que c'est le bon cofondateur ?»« Ah oui, il est génial. » Ok. Est-ce que tu as envie de travailler avec lui pendant les 10 prochaines années? Ah mais oui, il n'y a que lui qui comprend qui je suis aussi profondément. Ok, tu lui donnes combien? Bah là, j'envisage de lui donner entre 1 et 2% de la boîte. Parce que tu comprends, c'est moi qui ai eu l'idée. Tu comprends, ça fait 1 an que je travaille. Tu comprends, j'ai pas de clients, mais ça avance quoi. Et en fait, là, ça s'effondre parce qu'ils proposent ça aux gens. Et là c'est la déception. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu ce film Crazy Stupid Love, où il y a cette scène incroyable où le type, elle croit qu'elle va être demandée en mariage, et le type lui offre un stage. Il dit, mais je croyais que tu allais me demander un mariage. Ah, mais tu comprends, pour ça, il faut que je réfléchisse. Et la fille lui dit, réfléchir sur moi. Et c'est la même chose. C'est que d'un seul coup, le type se dit, mais tu fais quoi? Tu as des doutes sur moi? Bon, bah, je me barre. Ouais. Et alors, évidemment que quand on donne beaucoup de parts à quelqu'un, il faut se protéger. Mais il ne faut pas se protéger a priori, il faut se protéger a posteriori. Et pour ça, il y a un mécanisme juridique qui s'appelle le vesting. Et on mettra un lien sur les mécanismes de vesting, on mettra des ressources dédiées dans la section ressources. Mais le vesting, c'est tout bête. C'est que si les gens partent avant une certaine date et décident de quitter le navire avant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça dépend de la taille de vesting, ils perdent les actions qu'ils ont acquis. Et c'est ça la bonne façon de se protéger, c'est qu'il faut donner tout de suite. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour les salariés, pour les fondateurs. Pour faire une petite analogie, c'est la même chose qu'avec les salaires. Il faut toujours payer les gens à la hauteur de ce qu'on leur donne s'ils nous disaient « j'ai une contre-offre ailleurs ». Si quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « j'ai une meilleure offre de salaire ailleurs » et que vous l'augmentez, c'est que vous l'avez sous-payé à un niveau que vous pouviez le payer avant. C'est pas la même chose qu'une augmentation dans le temps, parce que ça marche évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être très fair avec les gens, il faut donner ce que vous êtes prêt à donner, et si ce que vous êtes prêt à donner n'est pas suffisant, bah, vous n'aurez pas les meilleurs. Et donc être très ouvert sur ces questions d'association, c'est très important, parce que être seul, c'est une voie vers l'échec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre du temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. Et alors, dernier point là-dessus, qu'on ne fasse pas 1 heure là-dessus, ces histoires de cofondateurs, c'est exactement la même histoire que les couples. Par définition, il ne faut pas avoir peur de faire plusieurs projets et plusieurs échecs. Moi, je peux le dire, comme ça sera enregistré, j'ai eu les pires cofondateurs de ma vie dans mon histoire. Et c'est ce qui m'a permis de voir à quel point Alice et Nicolas dans The Family étaient exceptionnels. Ouais. C'est aussi comme ça qu'on voit le contraste. C'est quand on a connu les pires horreurs et les pires cons qu'on se dit « Ah, mais en fait, non, mais ça existe. » C'était pas forcé que ce soit comme ça. Et comment ça s'est passé du coup le temps avec Alice et Nicolas pour vous rendre compte qu'au final vous étiez des beaux cofondateurs et que vous aviez décidé de vous associer? C'est une histoire un peu marrante parce que moi, quand j'ai rencontré Alice, j'ai pas eu un coup de foudre immédiat. Ouais. Je me suis dit mais c'est qui cette folle au sens strict. Et dès le deuxième rendez-vous, je me suis dit mais elle est extraordinaire. Il y a eu un switch. Puis, en quelques semaines, il y a eu un certain nombre de situations de vie où je me suis rendu compte qu'elle avait tout ce que j'adorais. Elle était très courageuse, elle avait les qualités que j'appréciais chez les gens. Elle était franche, elle était directe, elle était énergique, elle était vraiment singulière et extraordinaire. Et je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose, ça a pris 90 jours. Et on s'est associés à part égale et on l'a fait tout de suite. Et alors, ce qui est très intéressant sur le cas d'Alice, c'est qu'on l'oublie souvent, à l'époque, faire The Family, pour tout le monde, c'était une connerie. C'était partir avec un inconnu, faire quelque chose de nouveau, alors qu'elle avait passé 3 ans à bâtir quelque chose que tout le monde connaissait et dans lequel le président de la République venait faire des visites. Donc aujourd'hui, avoir fait The Family paraît être le truc à faire, qu'il fallait faire et tout, mais je me souviens, je ne dirais pas son nom, mais d'un PDG très important de la place qui l'a regardé et qui lui a dit « Ah ouais, tu pars faire The Family ». Vous devez avoir un financement privé incroyable. Et Alice qui lui dit bah non, on n'a pas encore commencé à chercher des investisseurs. Ah bon, mais alors tu dois avoir un plan de business model secret. Bah non, je ne sais pas comment on va gagner de l'argent. Et je dis mais t'es folle. Je me souviens, mais non, j'ai décidé de partir, je vais pas préparer en douce en étant payé pour partir. Après, c'est quoi cette histoire? Elle est revenue hyper choquée du rendez-vous en me disant mais
Ah, c'est ça la mentalité de ces types-là. Et donc, ça montre. Et alors, évidemment, il y a eu des petits ajustements à faire, etc. On a appris à se connaître. Mais jamais cette confiance s'est départie. Et je pense que la bonne règle, si on regarde, les gens trouvent toujours que Nicolas, Alice et moi, on est très différents, blablabla. Et ils se demandent comment on peut travailler ensemble. La réponse est claire. Chacun admire l'autre plus qu'il n'est admiré par chacun. Et ça crée une structure un peu particulière. Et c'est ça qui est important en fait chez un cofondateur. C'est que tous les jours, l'admirer plus que la veille et se dire c'est extraordinaire, quoi. Ok, super. Et si on en reprend tout ce qui est admiration et tout ça, l'un des principaux autres problèmes aussi, c'est s'attaquer à un marché. J'ai une idée et tout ça, et après, allez, hop, j'ai envie d'attaquer ce marché, voilà. Et on voit souvent des entrepreneurs qui disent, oui, je vais attaquer un marché de niche, et puis après, je vais grandir, je ne sais pas encore trop comment et tout ça. Comment est-ce que toi, tu vois les choses par rapport à des entrepreneurs qui se posent la question et qui se disent « Ok, mon idée elle est applicable à tel marché, mais est-ce que ça pourrait être plus grand, etc. » Ouais. Alors, je pense que c'est encore une… En fait, c'est marrant, mais la figure du paradoxe est, je pense, la figure la plus commune du monde des startups. Et c'est sans doute pour ça que c'est tellement contre-intuitif de fonder des startups. C'est parce que pour comprendre des paradoxes, il ne faut pas juste les comprendre rationnellement, il faut aussi les comprendre émotionnellement. Le paradoxe, c'est le suivant. Ça ne sert à rien de lancer une startup si le marché n'est pas géant. Ça sert à rien. C'est clair et net. Clair et net. Ça sert à rien de ne pas lancer dans une niche. Et la seule façon de réussir, c'est de lancer dans une niche. Alors là, on se dit, ok, alors encore une fois, qu'est-ce que je fais? En fait, la réponse, elle est dans le changement d'angle. La niche, ce n'est pas une finalité. Le problème des entrepreneurs, c'est qu'ils ont une mauvaise gestion de leur horizon de temps. Tous les entrepreneurs qui démarrent, que je vois démarrer, leur horizon de temps, c'est 2, 3, 5 ans. Qu'est le pire horizon de temps possible? Pourquoi? Parce que c'est l'horizon de temps le plus incertain. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est beaucoup plus facile de prévoir ce que sera le monde dans 100 ans que dans 5 ans. Et d'ailleurs, Asimov, que j'admire beaucoup, s'est jamais fait avoir là-dedans, parce qu'Asimov a toujours refusé de donner des prédictions à court terme. Toujours de donner des prédictions à tellement long terme qu'il passe pour un prophète. Mais les grandes tendances à un œil aiguisé sont visibles. Moi, je peux vous dire que dans 100 ans, on aura des robots partout. Je ne prends pas un grand risque, en fait, en disant ça. Maintenant, si je vous dis, dans 5 ans, Google aura gagné avec les Google Cars, j'ai 4 chances sur 5 de passer pour un ahuri dans 5 ans. Et peut-être une chance sur 5 d'avoir juste. Donc c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'il faut changer d'angle. Il faut se donner comme horizon de temps, je pense, pas plus que la semaine. Je vais pas être hyper radical, mais un entrepreneur au début doit se dire, qu'est-ce que cette semaine, je veux achieve? Et alors là, d'un seul coup, on se rend compte que même si on est noyé dans un océan et que même si on s'adresse à un marché très grand, la seule façon de démarrer en ayant un horizon de temps qu'est la semaine, c'est la niche. Et la question de comment on sort de cette niche et on passe à plus grand est en fait une question qui n'est pas dans cet horizon de temps, puisque c'est impossible dans cet horizon de temps de passer d'une niche à plus grand. Donc il faut simplement se dire, je vais conquérir cette niche. Et alors pourquoi ce n'est pas un mauvais raisonnement? Parce que une entreprise qui conquiert et domine une niche ne devient pas forcément le prochain Google, mais suffit à faire vivre son fondateur suffisamment longtemps pour peut-être devenir le prochain Google. Et il est là l'enjeu. L'enjeu, c'est que quand Microsoft a démarré, ils programmaient les ordinateurs Atari ou Altair en BASIC ou en assembleur. Et c'était ça le métier de Microsoft. Et ils ont fait ça pendant 8 ans et ils ont peut-être gagné entre 800 000 $ et 1,5 million $ par an. Mais ça suffisait à payer les quelques salaires, leur bureau pourri, etc. Et puis un jour, ils ont fini dans un bureau d'IBM. Et ils ont vendu un système d'exploitation qu'ils n'avaient pas. Et c'est parce qu'ils ont vendu ce système d'exploitation qu'ils n'avaient pas qu'ils ont changé de dimension. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre qu'une startup a 2 phases. Toutes les startups ont 2 phases dans leur vie. Elles ont avant le product market fit, après le product market fit. Qu'est-ce que c'est le product market fit? C'est le fait d'un moment donné avoir la certitude que voilà l'équation automatique qui écrit mon marché. Je vends A à telle population à un prix P
en acquérant les utilisateurs au travers de D. Le jour où on peut écrire cette équation, dans ce cas-là, on est dans le product market fit, on peut lever des milliards, on peut aller à toute vitesse, et il s'agit de conquérir ce marché géant. Mais pour écrire cette équation, la façon la plus simple de le faire, c'est de se limiter l'espace pour avoir un retour de marché le plus rapide possible. Parce que nager au hasard dans l'océan, on finit forcément par se perdre. Alors que si on a une cible très précise et qu'on a juste une baleine à chasser quelque part, à l'échelle de l'océan, une baleine est une niche, eh ben on y arrive. Et l'erreur que font les entrepreneurs, c'est de croire que la taille de marché est une question compliquée. Par exemple, quand il y a quelques années, il y avait une entreprise ici qui faisait du... Comment expliquer ça ? Non, pas du soutien scolaire, c'était plus... ça faisait du transcript vidéo. Donc, ça transformait le vidéo en SEO, etc. Et ils voulaient vendre... En fait, c'était ce que YouTube faisait. Ils voulaient le vendre à toutes les autres plateformes comme Techno qui étaient des YouTube Live. Et alors, là, le problème, c'est que c'est plus une niche. C'est moins qu'une niche. Pourquoi ? Parce que de sortir de ça et en faire un vrai marché, c'est très dur. Et l'exemple parfait que je leur ai donné, c'est que je leur ai dit, OK, mettons-nous au tableau et supposons que vous arriviez à vendre votre logiciel 1 million de dollars par an. Ce qui est énorme, 1 million de dollars par an. Je vous l'accorde, vous êtes géniaux, vous allez réussir à avoir des contrats comme ça. Maintenant, prenons la liste de tous les concurrents de YouTube. Classons-les par chiffre d'affaires. Il y en a 21. OK. Le 21, le million d'euros par an représente 1/100 de ses revenus. Le 21e, ça représentait tous ses revenus. Donc ça veut dire que le marché max, c'était les 12 ou 10 challengers. Et encore, ça faisait plusieurs pourcents de leur chiffre d'affaires annuel pour une techno qui est un nice to have. Qui est pas, aucun utilisateur de Dailymotion s'est dit « Waouh, Dailymotion, c'est incroyable, il y a un transcript. Ouais. » C'est pas ça, les gens ils viennent parce qu'il y a un chat qui pète. Et donc, la différence entre ça et le nice to have montrait qu'en fait, c'est même plus une niche. Le marché juste n'existe pas. Et c'est peut-être ça le sujet avec ce problème de niche, c'est que quand on dit niche aux gens, les gens entendent quelque chose, c'est la niche du chien, quoi. Ouais. C'est le truc tout petit. Mais c'est pas ça une niche. Une niche, c'est un marché, un segment de clients bien défini. D'ailleurs, la version américaine de ça, c'est de dire qu'il y a un marché total, le TAM, le Total Addressable Market. Et en fait, à l'intérieur de ça, il y a un SAM, Serviceable Addressable Market, et tout au milieu, il y a la Target. Et j'aime bien cette idée de Target. Ouais. C'est de dire, dans ce grand cercle, je vais choisir un petit cercle parce que c'est là où je vais viser et c'est là où je vais voir s'il y a du répondant ou pas. Ça. Donc, au final, c'est vraiment, au lieu de penser en niche, il faut vraiment penser en segment. Exactement. Et en se disant, OK, je vais aller viser ce segment que j'ai ultra bien défini et je vais passer mon temps à aller l'interviewer, à aller le comprendre, à aller connaître ses habitudes pour pouvoir l'adresser au final. Exactement. OK, super. Et c'est une des autres erreurs aussi qu'on peut retrouver communes chez les entrepreneurs, c'est justement de penser de segment en segment et rencontrer beaucoup de monde, beaucoup de ses clients. Ça peut aussi donner énormément de nouvelles idées à appliquer et au final se perdre. Et ça, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce point de vue-là et comment est-ce qu'on peut rester vraiment focus sur son idée tout en ayant un foisonnement d'idées derrière. Alors, c'est une question très intéressante parce que c'est marrant, on va faire un paradoxe à chaque réponse. Le plus grand ennemi de l'entrepreneur, c'est le feedback et un entrepreneur qui n'écoute pas son marché, qui ne prend pas de feedback, est un entrepreneur mort. Alors, c'est un peu comme quand on mange quelque chose. Si on mange quelques fraises, c'est plutôt bon. Si on mange une bassine de fraises, on est malade. Et là, la question, le feedback, c'est ce qui doit permettre de savoir si on a raison ou tort. Mais ce n'est pas le feedback qui vous dira quoi faire. Parce que les gens, fondamentalement, ne savent pas quoi faire. Quand on demande à un type qui possède une Porsche, qu'est-ce qu'il a besoin dans sa voiture, il répond toujours la même chose. Ah, c'est génial comme voiture, mais si j'avais un peu plus de place pour les jambes, si le siège était un peu plus confortable, si j'étais un peu moins bas. Et en fait, le mec vient de te fabriquer une Volvo. Et si tu lui faisais ça, il n'achèterait jamais le prix d'une Porsche. Ouais. Et parce que les gens ne payent pas une Volvo le prix d'une Porsche. Donc,
Le feedback, finalement, il est là, il est comme un phare au loin, en fait. Il est là pour donner la direction et savoir est-ce qu'on est en train de naviguer dans le bon sens. Mais si on est sensible à l'opinion des autres et qu'on n'a pas de conviction par rapport à ce qu'on fait, bah, ça ne fonctionne pas. Alors là où il faut être très fort, c'est qu'il faut d'abord classer le feedback en 3 catégories. Il faut classer le feedback qui est dans sa cible et exclure tous les autres feedbacks. C'est-à-dire, il faut apprendre à ne pas écouter, ou du moins savoir le faire poliment, mais sans rien enregistrer, les gens qui ne sont pas dans la cible. Je peux donner mon cas à The Family. Je pense que ma boulangère croit savoir ce que je dois faire avec The Family. Le moindre entrepreneur qui rentre à The Family croit me donner du feedback. Mais par exemple, un entrepreneur de The Family qui me donne du feedback, la plupart du temps, j'en ai rien à foutre de son feedback. Pourquoi? Parce que la majorité des entrepreneurs de The Family ne sont pas en croissance. Moi, le seul feedback qui m'intéresse, c'est le feedback des gens qui réussissent. Ça peut paraître très paradoxal, mais ceux qui ne sont pas en réussite, ils ne comprennent pas. Et donc, tous les problèmes qu'ils me donnent sont en fait des problèmes pour orienter la structure du côté des startups qui ne fonctionnent pas. Mais les startups qui ne fonctionnent pas ne m'intéressent pas. Moi, je pars de cette philosophie qui est que The Family est là pour les startups qui fonctionnent et les autres, elles devraient itérer jusqu'à ce que ça fonctionne. Et donc, je pourrais être là quand un type dit « Ah, je suis mal accompagné, je ne vois pas assez souvent les partenaires, il est où mon soutien psychologique ?» Écoute, ce n'est pas notre métier. Il y a peut-être des gens qui font ce métier-là, va les trouver. Nous, on s'occupe d'aider les startups à croître le plus vite possible et on essaie de bâtir une infrastructure pour ça. Donc, dans notre cas, dans notre façon de construire un business, ça, et pareil pour tout, si tu fais un produit pour programmeurs, les non-programmeurs ont toujours des feedbacks. Le pire feedback qu'on ait donné un jour à un entrepreneur, c'est de lui expliquer qu'il fallait que son concept soit compris par un enfant de 5 ans. Ça, c'est des phrases très marketing qu'on aime bien dire dans la presse. Ou par sa grand-mère. Ou par sa grand-mère. C'est complètement con. Si l'enfant de 5 ans ou la grand-mère n'achète pas, ça ne sert à rien. Non, il faut être compris en moins de 5 secondes par la personne qui est capable d'acheter. Et le troisième type de feedback que moi j'adore, c'est le feedback data. Le feedback data, c'est quoi? C'est le fait que quand on fait quelque chose, on regarde tout de suite si ça vend ou si ça ne vend pas. Alors quand c'est gratuit, est-ce que les gens utilisent ou est-ce que les gens n'utilisent pas? Et c'est ça finalement le plus pur des feedbacks. Si on prend le cas Facebook, moi, David Marcus la dernière fois était là. Et il est Head of Messenger chez Facebook. Il a été patron de PayPal, etc. Et David Marcus disait la chose la plus extraordinaire chez Facebook, c'est qu'ils sont capables de résister à des émeutes collectives. Ils sont capables, quand tout le monde hurle, tout le monde se plaint que Twitter est en feu, que Facebook est en feu, de rien en avoir à faire. Et là où c'est fort, c'est que c'est l'une des entreprises au monde qui écoute le plus le feedback des utilisateurs. Et pourquoi? Parce que ce qui les intéresse, eux, c'est l'usage. Ils te forcent à installer Messenger, tu le fais, tu n'es pas content, tu râles. Ils n'en ont rien à faire si derrière tu utilises Messenger. Si à l'inverse, par exemple, il y a une histoire très célèbre, le chat Facebook. À un moment, tout le monde a hurlé parce que ça ne leur plaisait pas. Pourquoi ils ont changé? Ils ont changé non pas parce que les gens hurlaient, ils ont changé parce que plus personne n'utilisait le chat. Et c'est là où il faut réussir à objectiviser le feedback et à l'absorber de la façon la plus objective possible. Ok. Et quelle est la limite justement entre le feedback et l'obstination? Parce qu'il y a un moment donné, il faut bien se rendre à l'évidence, soit mon marché n'est pas assez grand, soit mon idée n'est pas assez bonne, enfin, soit mon produit n'est pas assez bon pour concurrencer ça. C'est une très, très bonne question. Avant, elles étaient pourries, mais celle-là, elle est bien. Le feedback et la question de l'obstination, c'est qu'en fait, soit une startup fonctionne tout de suite, soit elle ne fonctionne jamais. Et ça, c'est sans doute le feedback le plus dur à prendre et qui vient de quelqu'un qui voit 400 startups par an, qu'on accompagne 200 et qui envoie une vingtaine réussir. C'est « success is obvious ». C'est une des phrases que je répète le plus souvent. Je l'ai dit plein de fois dans Coup d'État. Et les gens, souvent, quand ils réussissent, ils viennent me voir et me disent « Ah putain, t'avais raison, c'est incroyable ». La différence que le succès a comme goût par rapport à l'échec. Est-ce que ça veut dire que success est immédiat? Non. Mais si vous lancez quelque chose et que vous n'avez pas de l'attraction, que vous n'avez pas de la croissance, ça peut être des tout petits chiffres,
mais de la croissance. Si vous n'avez pas le sentiment que tous les jours, il y a plus que la veille, c'est tout simplement que ce que vous êtes en train de faire n'intéresse personne et il faut recommencer à zéro. D'accord. Et du coup, il faut définir ces critères de succès ou c'est des critères qui sont assez globaux? Le critère de succès, il est simple. Il faut prendre l'usage le plus en aval et voir s'il est en croissance ou pas. Par exemple, si on a un réseau social, il ne faut pas regarder le nombre de gens qui s'inscrivent. C'est pas intéressant. Il faut regarder combien de gens l'utilisent tous les jours. Si on a un site de e-commerce, il ne faut pas voir combien on a de visites, mais combien de gens achètent de produits. Et le chiffre d'affaires qu'on fait. Et en fait, si tous les mois on ne constate pas qu'il y a une croissance et que c'est mieux, ça veut tout simplement dire que ça ne marchera jamais. Ça ne veut pas dire que ça peut mettre du temps à devenir significatif. Tu vois, bon, je vais pas citer, il y a une start-up là chez nous qui loue des trucs. Et la première année, ils ont fait 8 000 € de chiffre d'affaires. 8 000 € de chiffre d'affaires. Mais ils sont passés de 0 à 8 000 €. Ouais. Et puis la deuxième année, ils en ont fait 80 000. Et là, la troisième année, ils en font 1 million. Alors, effectivement, on aurait préféré de passer de 0 à 1 million en un an. Mais il n'empêche, il y a de la croissance, il n'y a pas de raison. Ça veut simplement dire, il y a deux choses. Être dans la croissance ou pas être dans la croissance. Si on n'est pas dans la croissance, il faut arrêter. Et une fois qu'on est dans la croissance, la question, c'est comment accélérer cette croissance. Et finalement, la différence, une bonne idée, c'est une idée en croissance. Une mauvaise idée, c'est une idée qui n'a pas de croissance. Et à l'intérieur du monde des bonnes idées, il y a les gens qui exécutent bien et il y a les gens qui exécutent mal. Si je reprends mon exemple du type qui loue des trucs et qui va faire 1 million cette année, je pense que si son exécution était meilleure et s'il y a 3 ans, il savait tout ce qu'il sait aujourd'hui, il l'aurait fait en 1 an, son million. C'est sûr. C'était simplement… Et donc, comme c'est sa première boîte, il a mis 3 ans à apprendre ça, il a mis 3 ans. C'est la vie, il n'y a pas de… C'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est qu'effectivement, des gens exécutent mieux que d'autres, mais personne n'arrive à exécuter sur une idée qui n'a pas de marché et qui n'a pas de croissance. Donc, no team beat market. Et c'est aussi bête que ça, en fait. Oui, tout à fait. Et sur l'exécution et sur la croissance, on ne peut jamais tout faire tout seul. Et je pense qu'une des erreurs majeures, c'est engager des gens qui ne sont pas forcément bons. Enfin, quand on n'a pas l'habitude d'engager des gens, on a peur de se tromper, etc. Et je pense que c'est une des erreurs qui est très souvent faite. Toi, quel conseil tu donnes à tes entrepreneurs pour justement arriver à les conseiller, à recruter des bonnes personnes et à savoir dénicher au final ces bonnes personnes? Ouais. Alors, c'est intéressant parce que un entrepreneur ne devrait jamais embaucher quelqu'un de moins bon que lui. Jamais. C'est une règle de base, elle est simple. C'est que si tu embauches quelqu'un qui, par définition, tu as l'impression qu'il est moins bon que toi, vaut mieux pas l'embaucher et faire soi-même. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut jamais embaucher quelqu'un dont tu n'as pas au moins fait le boulot pendant une semaine. Bonne règle de base. Parce que, en fait, quand on embauche quelqu'un dont on n'a jamais fait le boulot, on se fait arnaquer. Ce que j'appelle l'effet chaman. Tu as un type, il va dans la forêt, il bouffe des baies, il a plus mal au ventre. Il rentre, il y a un type qui lui dit « Ah, j'ai mal au ventre. » Ouais, va bouffer les baies, machin. Il revient, il dit « Putain, t'as des pouvoirs magiques. » Et là, c'est la naissance du chamanisme. Oui, j'ai des pouvoirs magiques. Et boum, j'ai pris le pouvoir dans le village. Parce que je sais quelque chose que tu ne sais pas. Et tout le monde a la tentation du chaman. Tout le monde, c'est humain en fait. Et donc, quand quelqu'un est en interview, il se rend compte que le type en face ne connaît rien, tu tombes sur le pipoteur qui va se mettre en toi. Donc, simplement faire mal le boulot pendant une semaine ou un mois, le type ne peut pas pipoter parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Il suffit de le faire à 60% pour embaucher quelqu'un qui le fait mieux. Et on saura ce que ça veut dire mieux. Parce que si on l'a fait pendant une semaine, on a vu sa performance et on peut voir, on peut comparer rationnellement. La dernière chose, c'est que ces histoires d'embauche sont des histoires marrantes. Je ne sais pas pourquoi les gens sont tellement obsédés par embaucher des gens, comme si c'était des boîtes à papa et qu'elles avaient 30 ans et qu'il fallait de la stabilité. Et il y a cette expression américaine que j'adore, c'est « vaut mieux louer de l'or qu'acheter de l'argent ». Et quand même des gens de talent disponibles, en freelance, hyper expérimentés, il y en a beaucoup. Moi, j'ai vu très souvent le cas, par exemple, on a des gens dans notre réseau as a Family, on a des CTO on demand, des CFO on demand, etc. On a une boîte, ils ont pris un CFO stagiaire en interne qui était en charge des BP, des modèles, etc. parce qu'ils avaient des problématiques de BFR, de besoins en fonds de roulement assez propres. Ils ont pris un stagiaire qui sortait Sciences Po, Master Finance,
qui donc n'avait jamais travaillé de sa vie. Il est arrivé chez eux, il était intelligent, il était volontaire, il était bon. Et 6 mois après, il n'y a pas un BP qui tourne et c'était le bordel. Je me suis énervé, et je leur ai dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils m'ont dit, parce qu'un CFO part-time, c'est 800 € la journée. J'ai dit, ok, combien vous avez donné aux stagiaires? On dit, on lui a donné 1500 € par mois, c'est quand même beaucoup moins cher, fois 6 mois. Je dis, donc vous avez dépensé dans la fonction CFO 1500 € fois 6 mois, 9000 €. Ouais, 9000 €. Je dis, ok, alors vous allez prendre tel CFO part-time et vous allez juste le prendre 3 jours. Ils sont revenus 3 jours après, ils m'ont dit, c'est marrant, en 3 jours, il a fait plus que le type en 6 mois. Ouais. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que dans une start-up, ce n'est pas le temps de l'apprentissage. Il faut prendre des gens qui deviennent productifs très vite. Et que c'est rare d'avoir le temps. Pour avoir le temps, il faut déjà être une vingtaine d'employés, avoir des mentors internes, avoir des gens qui peuvent mettre les gens en process. Quand vous êtes quelques-uns, vaut mieux prendre un ingénieur qui produit 5 jours et payer une rack, mais avoir un truc fini et pouvoir exiger de la qualité parce qu'on a payé le vrai prix, plutôt que ne pas payer le vrai prix et de ne pas pouvoir exiger de qualité. Ce qu'on paye, on le possède. C'est ce que les gens oublient et c'est ce que les entrepreneurs oublient. Et elle est là le secret du recrutement. Le secret du recrutement, c'est qu'il n'y a pas de secret. Il faut bien payer les gens, il faut être fair et donc en échange, exiger beaucoup. Et si les gens ne sont pas à la hauteur, c'est qu'on s'est trompé. On vire, on comprend le pattern par lequel on s'est trompé et on ne recommence pas. D'accord. Et du coup, là, tu parlais justement d'exécution rapide. Comment est-ce qu'on fait pour exécuter rapidement, par exemple pour le lancement d'un produit ou pour le lancement de sa startup? Qu'est-ce que tu produis comme conseil sur j'attends que ça soit parfait comme produit, j'ai pas eu encore assez de feedback. Il y en a beaucoup qui se cachent derrière ces excuses-là, de dire ça fait très peu de temps quand même que je travaille sur mon idée, j'ai encore besoin de temps. Est-ce qu'il faut leur mettre un coup de pied au cul en leur disant si tu vends pas ton truc, c'est que ça sert à rien et du coup vends ton truc, ou plutôt construis ton produit et va voir des clients après? Encore une fois, c'est une question d'horizon de temps. Ouais. Si on se dit que tout doit avoir lieu en une semaine, par définition, la réponse est simple. Il faut fabriquer, vendre, etc. Et qu'en fait, c'est le problème de la culture des checklists. C'est pour ça que je suis pas copain avec le Lean Startup à cause de ça. Ouais. Parce que je pense que le Lean Startup, c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça que les gens l'ont pris. Ils ont pris ça en checklist. Grand 1, je fais mon produit. Grand 2, je vais parler à 10 clients pour tester mon MVP. Grand 3, grâce à ma market discovery, j'ai découvert que... Et en fait, les gens n'ont pas compris qu'en fait, tout ça n'était que des cycles. Il faut vendre à chaque instant, il faut coder à chaque instant, il faut faire son produit à chaque instant. Et il faut donc avoir des routines journalières. Il faut tous les jours faire un peu de tout ça pour avancer, en fait. Séparer les fonctions, etc. Alors après, il ne faut pas être con. Il y a des sujets où il y a besoin de technicité, il y en a où il n'y en a pas besoin, mais souvent, les gens se racontent des excuses. Par exemple, hier, on avait une boîte dans la santé. Ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent. Ils ont produit un PowerPoint en 1 an et demi. Alors, ils ont parlé à tout le monde. Ils ont rencontré l'élite, les médecins. Tout le monde leur a dit que c'était génial et ils ont produit un PowerPoint. Je leur ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous ne lancez pas demain votre produit. Ah ben non, là, on a 1 an de développement. Ils voulaient sortir la bêta de leur produit en janvier prochain. Et je leur ai fabriqué leur produit en 15 minutes. Ça m'a pris 15 minutes de fabriquer leur produit. J'ai pris une feuille Excel et j'ai mis leur produit dans une feuille Excel avec une macro VBA. 15 minutes, ça a pris. Ouais. Et je leur ai dit, maintenant, vous sortez et vous distribuez ça. Et sauf qu'eux, ils vont se dire, mais non, c'est pas possible. Les gens ne vont pas utiliser un Excel. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la plus grande force de l'entrepreneur, c'est la frustration des gens. Une boîte qui foire, c'est quoi? C'est une boîte où les gens disent « Ah ouais, c'est un Excel, c'est pas tout à fait ce que je cherchais, je ne peux pas l'utiliser. » Ça, c'est une boîte foirée. Une boîte réussie, c'est une boîte dans laquelle tout le monde remplit tous les jours l'Excel, parce que le problème est suffisamment grave pour que les gens le fassent. Et tous les jours, ils se disent « Ah, c'est chiant, faut ouvrir la case, ah, je ne peux pas faire ça, ah, c'est vraiment nul parce que truc, ah, ce serait tellement bien d'avoir une app. » Mais tous les jours, ils remplissent la feuille Excel. Ça, c'est une boîte qui a réussi. Parce que cette frustration va être l'énergie pour à chaque fois que tu apportes quelque chose, tu vas changer de dimension. Et en fait, les gens croient aux excuses des gens. Quand les gens leur disent « je ne l'ai pas rempli parce que c'était une feuille Excel », ils y croient. Ouais. Non, quand on a un problème, on remplit même une feuille Excel.
C'est juste que, bon, ça nous fait chier, quoi. Et c'est ça, en fait, le sujet. Ouais. Ok. Et face à des entrepreneurs qui disent vraiment c'est trop tôt, il y a quand même des choses où. Enfin, il y a quand même des entrepreneurs qui se disent ok, moi je le lance demain. On le voit pas trop en France, mais on le voit quand même dans d'autres pays. Je pense dans des pays où c'est plus une culture de doer et ils disent ok, on y va. Est-ce qu'il y a des moments où c'est quand même trop tôt de lancer? Alors, c'est jamais trop tôt d'être sur le marché. D'accord. Mais ça peut être trop tôt de lancer. Ok. Et c'est en fait, elle est peut-être là la subtilité. Lancer, ça veut dire quoi? Lancer, ça veut dire se comporter comme si on était une multinationale. Convoquer la presse, parler à tout le monde, mettre une campagne, acheter un stand dans un événement, etc. Ouais. Les startups, ça ne lance pas. Les startups, elles ont découvert qu'elles ont lancé par hasard. C'est vraiment. C'est le sujet. Et lancer trop tôt, au sens où on fait du boom et on le fait de façon organisée et structurée, alors qu'on n'était pas prêt, bah ça, c'est une vraie erreur. D'accord. Ça, c'est une erreur fatale. Parce que remonter une excitation et une déception de ce type-là, c'est très dur. Qui est très différente de la déception organique. Je suis arrivé sur un produit parce que quelqu'un m'a invité, je ne suis pas content, j'en parle. Et d'ailleurs, ça invite d'autres gens sur le produit parce que j'en ai parlé sur Twitter, je n'étais pas content. Déception organique, ça c'est très très bon. Mais la déception structurelle, du type tout ça pour ça, ouais. Alors là, pour remonter cette image-là, c'est très dur. Donc il faut faire très attention avec ces histoires de lancement. Être sur le marché, il n'y a pas besoin de lancer. Il faut juste être sur le marché. Il faut dire, bon, allez, je vais prendre les gens autour de moi et je vais essayer de vendre. Lancer, c'est encore une autre affaire. D'ailleurs, les bons lancements pour les startups, c'est quand elles sont déjà archi matures et qu'elles veulent simplement se rappeler à la tête des gens. Ouais. Parce que ça y est, c'est plus the sexy thing in town. Nous, on a le cas récemment d'une startup qui a levé pas mal d'argent, qui disait il faut que je fasse quelque chose pour me rappeler aux gens parce que maintenant tout le monde est en mode ah oui, oh, c'est connu ça. Dans cette industrie où les gens cherchent toujours le nouveau, ça peut être utile de se rappeler aux gens et de lancer. D'accord, ok. Et sur ce côté se lancer, sur ce côté ok, on va aller je sais pas, développer une app ou faire ce genre de choses, tu as quand même besoin de fonds. Et tu as quand même besoin de fonds, enfin, en fonction du projet forcément. Mais la plupart des entrepreneurs, nous qu'on a sur Coup d'État, qui viennent poser des questions sur la plateforme, posent des questions de « Ah bah toi, tu penses que ça coûterait combien je sais pas, pour un dev, pour un graphiste, etc. » Et en fait, la problématique qui est au final plus générale, c'est combien de fonds tu as besoin pour ton projet. Et est-ce que je vais aller chercher juste 100 000 euros pour pouvoir survivre quelques mois, ou est-ce que je dis ok, j'ai de l'ambition et je vais aller chercher 1 million même si ça me prend 6 mois. Comment est-ce que tu abordes les choses sur cette question-là? Alors, je l'aborde avec un arbre logique. D'accord. L'arbre logique, c'est est-ce que je peux lever des fonds ou pas? Oui, non. Alors derrière le oui, il y a plein de conditions très compliquées. Derrière le non, il y a plein de raisons très simples. Derrière le non, il y a c'est pas à la mode, c'est pas sexy, t'es pas un entrepreneur connu, t'as pas des amis riches, t'as pas de famille qui peut te supporter et t'as pas de traction. Voilà, ça c'est le non. Derrière le oui, il y a plein de choses subtiles. J'ai des amis riches et ils croient en moi. Bon. J'ai une famille supportive et elle a de l'argent à perdre. Je suis un entrepreneur très connu qui a fait gagner de l'argent et les gens sont prêts à faire confiance. J'ai de l'attraction. C'est sans doute la façon la plus simple de dire oui. Si on ne peut pas lever de fonds, ça ne sert à rien de partir en levée de fonds. 6 mois, 7 mois, c'est pas vrai. Si on peut lever des fonds, il faut lever des fonds. C'est aussi bête que ça. D'accord. Maintenant, dans l'arbre des oui, à la question combien il faut lever, je pense qu'il y a deux réponses. Il faut lever l'argent qu'on peut, et ça c'est très important. On n'a jamais suffisamment d'argent, surtout à ce stade-là.
Et en fait, cet arbre est un arbre modulo. Il faut lever l'argent qu'on peut, modulo la dilution maximum de marché acceptable. Alors, les entrepreneurs se trompent sur ces histoires de dilution parce qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Prenons un entrepreneur qui se dit « je peux lever 300 000 euros à 1 million de valo ». Donc, ça veut dire que à 1 million post-money. Donc, ça veut dire qu'il va perdre 30% de sa boîte. Si quelqu'un lui propose 50 000 euros de plus, ça va faire 5% de perdu en plus, il peut hésiter. En se disant, j'ai défini mon budget, etc. La vérité, c'est que là où il a sans doute tort, c'est qu'il ferait mieux de prendre les 300 000, de changer sa valo et de prendre l'argent supplémentaire qui vient au-dessus. Et donc de distinguer l'argent dont il a besoin et l'argent qu'il peut. Ça ne sert à rien de lever au même prix l'argent dont on a besoin et l'argent qu'on peut. Récemment, on a eu une levée de fonds complètement oversubscribed dans The Family. 2,5 millions à 15 millions de valo. Le type a récolté 6 millions. 6 millions. Il dit, mais je n'ai pas besoin de 6 millions, puis je ne veux pas être dilué. Je dis, bah, c'est très simple. Tu prends tes 2,5 millions à 15 millions de valo, c'est sur ton compte en banque. Et le lendemain, tu dis, bon, maintenant, j'ai plus besoin de l'argent, donc la valo est de 30. Tu payes ou tu ne payes pas. Et bien, sur les 3,5 millions qu'ils voulaient mettre, il n'y a qu'1 million de plus qu'a mis. Les autres ont dit, non, c'est trop cher. Sauf que c'est 1 million de plus. Et lever 3,5 millions, c'est quand même mieux que lever 2,5 millions. Et c'est là où les entrepreneurs sont idiots sur ces questions-là, c'est qu'ils pensent que leur boîte a une valeur à ce stade-là. Les boîtes n'ont pas de valeur. La valeur des boîtes n'est que l'offre et la demande. Point. Donc, il faut lever suffisamment d'argent et il faut lever autant d'argent qu'on peut. Alors, il y a des boîtes qui meurent parce qu'elles ont levé trop d'argent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à lever trop d'argent? Ça veut dire qu'il faut toujours lever de l'argent au niveau d'ambition qu'on se pose vis-à-vis de soi-même. Si on se dit, la chose la plus simple à se dire, c'est se dire je fais une $1 billion compagnie ou zéro. Ça, c'est hyper simple. Pourquoi? Parce qu'on peut lever autant qu'on veut. De toute façon, si on a une $1 billion compagnie, même si on a levé 100 millions, les gens gagneront de l'argent. Mais maintenant, prenons le cas très célèbre que tout le monde prend en histoire d'horreur, qui est le cas de Dig avec Kevin Rose. Il a levé 80 millions de dollars à 800 millions de dollars de valo. Et la boîte a été vendue 60 millions de dollars. Résultat, il a touché zéro. Vendre une boîte 60 millions de dollars, c'est une réussite. Sauf que lui, ce n'était pas sa notion personnelle de la réussite. Sa notion personnelle de la réussite, c'était « je veux faire une boîte à 1 milliard ». Mais il en avait conscience. Et c'est pour ça que cette question de se dire « ah, mais oui, mais si je lève, machin ». Non, il faut simplement définir. Et d'ailleurs, là où il a été idiot, c'est que si sa définition du succès, ce n'était pas de faire une boîte à 1 milliard, il aurait mieux fait de ne pas lever 80 millions et de vendre la boîte à ce moment-là. Tout à fait. Et c'était ça, en fait, le sujet. Donc, le risque de lever trop d'argent est un risque relativement fantasmagorique à l'échelle française. C'est un risque très américain parce que là-bas, on peut mettre 30 millions sur une boîte parce que des mecs se sont excités. Prenons Slack. Slack a levé 120 millions de dollars, 1 milliard de valo. Bon, bah, c'est simple. Si Slack ne vaut pas 10 milliards, les fondateurs, je pense, ils auront que leurs yeux pour pleurer. Tout à fait. Mais c'est parce qu'ils sont in big game. D'abord, ils sont déjà riches, ils s'en foutent. Donc, c'est pas, c'est une autre dimension. C'est une dimension qui n'existe pas beaucoup. Et on n'imagine pas à quel point. Alors, sans doute, moi, je pense que le meilleur conseil à donner, c'est il faut lever autant d'argent qu'on peut et le dépenser comme si on n'en avait pas. Parce que l'échelle la plus importante pour un entrepreneur avant le market fit, c'est le temps. Et une fois que vous avez du market fit, alors là, en fait, vous savez, il y a un truc qui m'étonne beaucoup en France, c'est qu'en France, on lève plus d'argent qu'ailleurs pour des boîtes qui ne le méritent pas, et beaucoup moins d'argent qu'ailleurs pour les boîtes qui le méritent. Et qu'est-ce que j'appelle mérite? C'est avant product market fit, après product market fit. Si on regarde le montant moyen levé par des boîtes qui n'ont pas de product market fit en France, il est 10 fois plus élevé que dans la vallée. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. Ouais. Dans la vallée, les gens qui lèvent sans traction, ils ont de la traction personnelle. J'ai jamais vu quelqu'un dans la vallée lever de l'argent s'il n'était pas un serial time entrepreneur, hyper connu dans le milieu,
à qui tout le monde faisait confiance et lui donnait de l'argent. Toi, tu es Jack Dorsey, tu lèves 30 millions pour Square le premier jour. Ouais, carrément. Mais si tu n'es pas ça, lever dans la vallée sans traction, c'est une horreur. Ouais. Et leur définition de l'attraction, c'est pas la nôtre. Ah ouais, qu'est-ce que c'est? Bah, je pense que c'est 20 fois la définition française. Ouais. Moi, on a une boîte dans The Family qui a plusieurs millions d'utilisateurs et qui a raté sa série A parce que les mecs dans la vallée lui ont dit mais tu te rends compte, hein, plusieurs millions d'utilisateurs, mais c'est rien. Ouais. Alors qu'ici, on serait excité. Alors ici, on serait excité. Ouais. Et c'est un autre rapport au truc. C'est pour ça que c'est d'ailleurs un grand drame en fait de l'écosystème français, c'est que tout le monde reçoit à peu près la même somme. Ouais. On n'a pas de grande catalyse parce qu'en France, dans la vallée, quand une boîte lève 200 millions, c'est parce que 20 investisseurs ont mis 10 millions. En France, quand il y a un investisseur qui met 10 millions, les 19 autres disent j'y vais pas, il y a déjà machin qui le fait. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que là-bas, ils cherchent les gagnants et les unicornes. Nous, on cherche à faire des bonnes affaires et des bons ratios. C'est pas la même logique. Ouais, carrément. Et du coup, là, tu parles vraiment de la levée dans la vallée par rapport à la levée en France. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se posent la question, au final, est-ce que c'est pas mieux d'aller construire sa boîte directement aux États-Unis et dans la vallée, plus particulièrement, parce que l'accès au capital est plus simple, je vais pouvoir recruter des ingénieurs qui sont drivés vraiment par d'attraction et on y va, et tout ça, et de l'equity. Et même si au final son marché n'est pas forcément dans la vallée, est-ce que tu conseilles aux gens de dire ok bah vas-y parce que ce sera beaucoup plus simple pour toi, ta vie sera beaucoup plus simple, ou est-ce que tu dis bah non, votre marché il est où, il est en Sibérie, bah allez en Sibérie et allez conquérir ce marché en Sibérie. Alors oui, et d'ailleurs si ton marché est en Sibérie, à mon avis il vaut mieux être sibérien pour aller l'attaquer. Okay. Cette question du déménagement aux États-Unis, il y a une grande incompréhension de ce que ça veut dire. Grande incompréhension parce que ça veut dire 3 à 5 ans de galère et ça veut dire beaucoup d'emmerdes. Alors, il y a la voie royale. Il y a la voie royale, c'est je me fais accepter à Y Combinator. Techstar l'est beaucoup moins. YC à part. Il y a YC le reste en fait. YC qui est vraiment le gros accélérateur. Qui est the accélérateur, qui a inventé le modèle de accélérateur. Voilà. Bon. Je rejoins YC, c'est une chose, très bien. Là, tout est accéléré. Mais il y aura un problème qui ne sera pas accéléré, c'est le problème du visa. On a des boîtes chez nous qui ont été prêtes à YC, qui ont levé des millions aux États-Unis. Elles ont mis 1 an et demi à 2 ans à régler le problème du visa. C'est une grosse question, le visa. C'est une grosse question, c'est pas évident, c'est pas facile, etc. Est-ce que leur vie est infiniment plus simple qu'ici? Oui, parce qu'elles ont réussi. Et alors, c'est ça le grand sujet. Le grand sujet, c'est que je pense que pour un entrepreneur français, the bullish case, c'est de se dire, avant le product market fit, je le fais en France. Et sans doute parce qu'il y a plus d'argent qu'ailleurs pour cette phase-là. Et post-product market fit, je le fais aux US. Et que donc, si je suis vraiment très sérieux à propos de ça, je vais créer ma boîte dès le début aux États-Unis. Je vais me structurer pour avoir l'air américain. Je vais travailler dur en France. Je vais m'isoler. Je vais me concentrer sur le produit, je vais vendre à distance, je vais faire en sorte de choper mon product market fit et ensuite je vais aller scaler dans l'infrastructure du scale qui est la vallée. On peut raconter ce qu'on veut sur l'investissement en France, l'entrepreneuriat en France, etc. On est à des années-lumière de ce qu'ils sont capables de faire dans cette infrastructure qui est la vallée. Maintenant, il y a un problème qui est ailleurs. Le problème qui est ailleurs, qui est que dans la vallée, on ne peut produire qu'un certain type de société. C'est comme ça, il y a un biais. Il y a un biais culturel, il y a un biais truc. Et donc, je pense qu'il y a des opportunités énormes à bâtir ailleurs. Et il y a une deuxième question, il y a tous les gens qui ne supportent pas vivre là-bas. Et des gens de talent qui ne supportent pas vivre dans la vallée, il y en a plein. Donc la question, c'est pourquoi ne pas créer une vallée à Paris, à Londres, à Berlin, à machin? Pour la simple raison que si on essaye de créer une copie de la vallée, ça ne marchera jamais. Mais si on se dit, on va faire des boîtes d'un nouveau genre qui sont uniques et qui s'appuie sur ce qui est solide dans l'écosystème dans lequel tu es, tu peux faire des choses extraordinaires. Moi, je trouve que la vie aux États-Unis est affreuse. On mange mal, tu invites les gens à dîner, ils partent à 20h. Tout ça, c'est complètement irrationnel. Moi, ça me gonfle. Ils ne savent pas être romantiques et amoureux, ils datent. J'ai jamais rien compris au date. Tu suives les 3 jours. Les 3 jours, machin. Non, mais
tu vois, quand on est profondément français, comme quand on s'appelle Oussama, franchement, on se dit, mais c'est une autre planète. Ouais. Donc, c'est la première choix qu'il faut faire dans sa vie, c'est où on a envie de vivre. Une fois qu'on a choisi ça, ça détermine qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et une fois qu'on a compris ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, il n'y a aucune raison de ne pas bâtir une billion-dollar compagnie. Et de plus en plus. Ouais. Je veux dire, de plus en plus, l'accès au talent, au capital. Et quand on fait une boîte qui est product market fit, l'argent, il vient. C'est pas, Criteo est un bon exemple de ça. Ouais, au final, personne il y a pas à se poser la bonne... Personne s'est dit Criteo est français, je ne vais pas mettre d'argent. Ouais, non, c'est juste qu'ils gagnaient déjà, je ne sais pas combien de millions de dollars par an. Les mecs se sont dit oui, c'est en hyper croissance, on le fait quoi. Ouais, carrément. Et au final, ce sont des fausses questions. C'est ça. Faut pas aller là-dessus. C'est des questions de vie, c'est pas des questions de business. C'est ça le sujet. Parce que au final, quand tu es entrepreneur, tu vis quand même une vie ultra stressante et où tu as besoin de décompresser, qui est quand même fou. Ouais, bien sûr. Et du coup, cette problématique-là, elle est ultra importante de vivre où tu as envie de vivre et pas là où tu peux monter ta boîte. Quoi. Ok, d'accord. Et ça, justement, au final, tu as répondu sur une partie de la question, mais l'autre partie de la question qui est sur la rencontre avec le marché, avec les utilisateurs. Ouais. Est-ce que délocaliser tes utilisateurs et ton segment d'utilisateurs, c'est quelque chose qui est faisable? Et après, là, je rebondirai sur une seconde question qui est... Le problème aussi, parce que là tu as répondu juste à une seule partie de la question, c'est est-ce que je peux quand même construire mon produit quand je suis délocalisé par rapport à mon segment, et comment est-ce que j'évalue bien le fait que je connais bien mes utilisateurs? Il y a toujours cette problématique de il faut que tu saches ce qu'ils font dès qu'ils se lèvent, il faut que tu saches qu'est-ce qu'ils mangent le matin, quand est-ce qu'ils vont, combien de fois ils vont aux toilettes par jour, enfin voilà, plein de choses comme ça. Toi, quel est ton avis? Jusqu'où on doit connaître son utilisateur et son segment cible? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer les produits qui sont vendables 100% en ligne. Et qui ont une population hyper homogène, quels que soient les pays, et les produits qui sont hyper locaux et qui ont une population très spécifique. Alors, la première catégorie de produits, c'est une catégorie en pleine expansion. C'est ce que moi j'appelle les glocals. C'est les global locally. C'est une sorte il y a un pourcentage de global people partout. Tous les Américains ne sont pas glocals, tous les Français ne sont pas glocals. Il y a sans doute plus d'Américains qui sont glocals que de Chinois, mais même en Chine, il y a un pourcentage de glocal. Alors, qu'est-ce que c'est faire un produit glocal? C'est le faire dès le premier jour en anglais, ne pas se faire chier à faire plusieurs langues. C'est de s'adresser à un segment client qui ne se définit justement pas par la nationalité, mais par un acte dans cette république de l'Internet. C'est-à-dire qu'il y a un pays qui s'appelle l'Internet, qui peut être différent des pays locaux, et dans ce pays, les gens vivent. Et alors, un des problèmes des entrepreneurs français, c'est que sous prétexte qu'ils sont en France, alors qu'ils peuvent avoir des produits de ce type-là, ils se comportent comme si c'était un produit local. Je développe un produit pour des programmeurs et je vais parler à Orange. Parce que sous prétexte que je suis en France, il y a un connard d'incubateur, il m'a chopé, il m'a mis en relation avec Orange, et ça y est, je fais le kéké dans Orange qui me dit alors on pourrait faire un contrat de prestataire et on va te donner 30 000 balles en 3 ans. Tu vois. Et c'est insupportable. Si on fait un produit pour programmeurs, on est dans un pays qui s'appelle Hacker News, on va sur Hacker News, on passe ses journées à parler avec les gens sur Hacker News, on s'enferme chez soi et on ne parle à personne dehors. On fait un produit pour les réalisateurs et producteurs. Bon, le pourcentage de gens qui se comportent de la même façon, où qu'ils soient, Hollywood, machin, tu es en ligne. Tu ne vas pas voir le type du coin, qui est réalisateur, qui va te faire chier, qui n'est pas dans ton marché, qui n'est pas glocal par essence. Donc, assumer cette identité globale, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il y a les produits locaux. Produits locaux, il n'y a pas le choix. Il faut être là où il faut être. Je veux dire, et d'ailleurs, quand on scale des business locaux, il faut admettre ça. Travis de Uber, la grand génie de Uber,
c'est qu'il a lancé San Francisco et que le modèle classique d'expansion internationale des boîtes, c'est que le type va chercher quelqu'un pour lancer Londres, Paris, New York, Houston. C'est pas comme ça que ça marche chez Uber. Chez Uber, pendant très longtemps, il a ouvert San Francisco, ça a marché. Il a déménagé 6 mois à New York, il a lancé New York. Il a déménagé 3 mois à Paris, il a lancé Paris. Il a déménagé à Londres, à Hong Kong, à machin. Et c'est quelqu'un qui vit pendant 3-6 mois le temps du lancement. Et il a compris que les meilleures personnes pour lancer, c'était les gens qui l'avaient déjà lancé, ce n'étaient pas les locaux. Et ensuite, il donnait la main à des locaux qui étaient des managers locaux. Bah, ça, c'est un vrai talent. Et c'est ça, en fait, le grand sujet. Le grand sujet, c'est qu'il faut vraiment soit être dans la république de l'Internet, soit être local. Si on est local, je veux dire, par exemple, on a quelqu'un qui est venu nous voir à The Family et qui nous a dit qu'il faisait un produit un produit de nettoyage qui était très américain. D'accord. Je ne peux pas expliquer plus. C'est un mauvais exemple, mais tant pis, je vais assumer. La seule chose qu'on lui a dit et répété toute la journée, c'est déménage aux États-Unis. Qu'est-ce que tu nous emmerdes? Si tu n'as pas envie de vivre aux États-Unis, fais pas un produit pour les Américains. Enfin, c'est pas. Il n'y a pas de secret là-dedans. Par contre, on peut par exemple, l'exemple Sparrow est un exemple incroyable. Sparrow, moi j'ai cru que Dominique Leca vivait à San Francisco pendant 3 ans. Dominique Leca, qui est le fondateur de Sparrow. Okay. Et Sparrow, pour moi, c'était un produit américain, fait par des Américains, machin. Puis un jour, on m'a dit qu'il était rue du Temple, à 2 bureaux de chez moi. J'ai halluciné. Et c'était la bonne stratégie. Je dirigeais une boîte qui s'appelait Ipios, et Ipios, un jour, on a reçu un email du responsable de la West Coast de la campagne Obama, qui nous dit « J'adore ce que vous faites, j'aimerais bien vous rencontrer. Can we take a coffee in Palo Alto next week ?» Et j'ai répondu « Ah, sorry, we are in Paris ». Et le mec a répondu « Paris, Texas ». Il n'arrivait même pas à croire qu'en fait, on était en France. Ouais, ok. Et tu parlais tout à l'heure de l'exemple de je développe un produit pour les programmeurs et je suis mis en contact avec Orange et du coup, j'ai un contrat qui tombe à 150 000 € par exemple. Quelle décision tu prends? Est-ce que tu dis, OK, je sacrifie au final mes utilisateurs pour répondre à une demande qui a un contrat et du profit? Ou est-ce que je dis, non, fuck, mon objectif c'est la billion-dollar compagnie et du coup, je vais aller chercher, je vais aller vivre sur Hacker News 24/24? Moi, je dis qu'il ne faudrait même pas en premier lieu avoir reçu la moindre offre d'Orange. Je dis en premier lieu que ce qu'on n'a pas envie de faire, il ne faut pas le faire. Et qu'il faut être très très focus sur ce qu'on doit faire. Et quand on est une boîte qui développe un produit local à destination des programmeurs du monde entier, aller à parler à Orange, c'est la meilleure façon d'être personne et de mourir. D'accord. Et donc, alors s'il arrivait et qu'il m'harcelait, je refuserais. Mais soit on est une société de service et on prend tous les Orange du monde et on gagne plein d'argent, on est très bon et franchement, c'est un choix plus qu'acceptable. Hein. C'est pas le sujet. Ouais, tout à fait. Le sujet, il est ailleurs. Le sujet, c'est pourquoi tu vas chercher quelque chose qui n'est pas dans ta cible. C'est tout. Par définition, Orange, ça va prendre tout ton temps. Tu vas parler aux achats, tu vas rentrer dans une logique insupportable. Et donc, tu ne devrais même pas avoir d'opportunité de ce côté-là. Quoi. Ok. Et là-dessus, vraiment, c'est vraiment tes utilisateurs. Et derrière, c'est pas du tout. Enfin, la question, elle est quand même assez radicale. Imagine, tu es un entrepreneur, ça fait 8 mois que tu galères, tu arrives à la fin de ton chômage et tout ça. Et là, tu as un contrat de 150 000 € qui arrive et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Si tu es dans ce genre de produit SaaS et que 1 an après ou 12 mois après, tu n'as toujours pas réussi à être amen profitable, à gagner suffisamment d'argent pour que l'argent ne soit plus un problème, c'est que tu ferais mieux de faire autre chose en fait. Tu ferais mieux juste d'assumer et d'aller faire autre chose. Parce que si au bout d'1 an, tu n'as pas réussi à bâtir l'attraction qu'il fallait pour que les gens achètent suffisamment en ligne et de façon autonome et dans ton produit et dans ta cible, c'est juste que personne n'achètera jamais. C'est pas... Et dans ce cas-là, va prendre un boulot chez Orange, ne prends même pas le contrat Orange en fait. Carrément. Sauf si tu as envie de fonder une SS2I
et que ton avenir est d'accumuler les contrats Orange du monde. C'est tout à fait acceptable en fait. Ok. Et il y a une autre problématique sur ces thématiques au final d'argent et de lever. Imagine, on est en seed, tu as un ou deux business angels qui commencent à mettre de l'argent parce que ça te permet de survivre un peu plus longtemps. Comment est-ce que tu gères ces relations également? Est-ce que, parce qu'on voit souvent des gens qui disent bon, bah alors j'ai eu un super business angel, il a de l'expérience, c'est un mec qui a déjà entrepris, qui vient de revendre sa boîte. Et là, il a envie de s'investir dans ma boîte à un niveau où bah, je lui ai donné des parts, ok, en fonction de la valo, etc. Mais là, il commence à être un peu trop, genre un peu trop demandeur. Comment tu réagis? Est-ce que faut les virer, faut pas les virer? Alors, déjà, l'investissement, c'est un mariage sans divorce, donc on ne peut pas les virer. Donc il y a des choses assez fondamentales à comprendre sur la gestion des relations investisseurs, et c'est vraiment l'une des causes de faillite des startups, c'est la mauvaise relation investisseur. Donc que l'investisseur soit le bon ou pas, c'est plus un problème, il a investi. Maintenant, il y a trois choses qui comptent: la transparence, la transparence, la gestion des rapports de force et la fairness. La transparence, parce qu'il faut tout leur dire, ce qui va pas, et il faut prendre une forme de communication suffisamment régulière, transparente et forte pour développer quelque chose qui aille dans ce sens-là. Okay. Et qui crée du confort et les gens se disent c'est bon. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument, et ça c'est plus qu'essentiel, comprendre que le rapport de force, c'est pas parce que la personne a mis de l'argent qu'il a le moindre droit sur l'avenir de la boîte. Il faut écouter, il faut prendre note, mais quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord et on passe à autre chose. Okay. C'est pas la peine de rentrer dans un débat, et il faut surtout jamais les mettre dans une position. Moi, je suis contre les advisory boards, etc. Parce que je suis contre le fait de donner du pouvoir aux gens. Okay. Il faut écouter les gens, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, il faut prendre l'expérience, mais il faut jamais leur donner le sentiment qu'ils ont leur mot à dire. Il faut toujours qu'ils sentent que c'est un privilège, et ça, il faut être très ferme. Ce qui ne veut pas dire être un enfoiré. Ce qui veut simplement dire leur faire comprendre que c'est ta boîte, c'est comme ça. Et on a des boîtes ici extraordinaires à ça. Voilà, je veux faire ça, je le fais, point. C'est pas. Ça. Mais être transparent, expliquer pourquoi, prendre le temps de donner les arguments, prendre le temps d'écouter les arguments, et une fois que la décision est prise, on arrête, quoi. Et la troisième chose, c'est vraiment le fait que il faut à un moment donné comprendre qu'en fait, les investisseurs, ils ont pris un risque. Ce risque est limité. Le rapport de force n'est pas le même. Toi, c'est toute ta vie en tant qu'entrepreneur. Lui, c'est un chèque parmi d'autres. Mais que la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'être fair avec eux. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai une culture de l'investisseur. Je ne discute jamais les valos et je fais toujours en sorte de dire des valos en dessous du marché. J'ai toujours, depuis que j'ai compris comment il fallait faire, lever de l'argent en dessous de la valeur réelle à laquelle je pouvais lever. Okay. Par contre, résultat, je leur ai fait faire un cadeau. Je leur ai fait faire une affaire. Résultat, ils savent qu'ils me sont redevables et ils savent qu'ils sont là pour m'aider et que ce n'est pas moi qui est là pour les écouter ou sur des livrets, etc. Et ça, en fait, c'est très, très fort. Et les entrepreneurs ont tort. Les entrepreneurs ont tort de ne pas vouloir rendre riches leurs investisseurs. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai appris dans Godfather. J'ai eu une révélation en regardant Godfather. Dans le Godfather 2. Le parrain 2. Ouais, le parrain 2. Il y a cette scène incroyable où le type lui dit « Mais est-ce que vous savez pourquoi the Jew is so respected ?» Et il dit non. Il dit « Parce qu'il a rendu tous ses associés très, très riches. » Effectivement, pour un investisseur, la chose la plus importante au monde, c'est combien de pourcents il va avoir dans ta boîte en échange de l'argent qu'il te donne. Alors, je ne dis pas qu'il faut brader les boîtes, mais si par exemple, moi j'ai vu des discussions, j'ai vu un type dire « Je veux mettre 15 000 € en échange de 3%. » Et l'entrepreneur dit « Non, ce sera 15 000 € en échange de 2. » Et l'investisseur dit « Non, ce sera 3, c'est comme ça. » Mais déjà, in the first place, essayer de gagner 1%, il faut être ahuri. Ça ne change rien. Si le type avait dit, et ils ont passé 3 mois à négocier, la boîte a fait faillite pendant les 3 mois de négociation. Donc, si en first place, il avait dit, OK, tu veux que 3% pour 15 000, bon, moi j'aurais préféré 2, mais c'est raisonnable, faisons-le. Et donc,
tu prends les 2%, les 3%, et tu commences à travailler dès maintenant. Et c'est quand même très différent que de perdre son temps à négocier, parce que négocier, il n'y a pas de valeur. Alors que lui faire un cadeau et lui faire sentir que, bon, toi, tu ne voyais pas ça comme ça, mais ok, tu veux bien lui rendre ce service-là. Bah, d'un seul coup, ça aligne l'investisseur avec toi. Et ça le met dans une énergie hyper positive. Ces discussions de valo, de pourcent, de machin. Par exemple, à The Family, on prend un prix fixe dans les boîtes. J'ai remarqué un truc. Ouais. On a un tableau Excel où on note si les gens ont discuté ou pas, le pourcentage, s'ils ont été durs à convaincre ou pas. On s'est rendu compte que tous les gens qui avaient discuté le pourcentage ont foiré. Ah ouais? Tous. C'est drôle. Ouais. Et ça montre en fait tout simplement que… Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas renseignés sur pourquoi ce pourcentage, comment ça marche, machin. C'est pas ça que j'appelle discuter. Discuter, c'est nous dire je vais réfléchir, je vais en parler à des gens, ils essaient de nous faire une contre-offre, ils essaient de négocier, etc. Ouais. Tous ces gens-là ont raté. Il n'y en a pas un qui a réussi. Et je vois très bien pourquoi. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas leur focus et leur énergie au bon endroit. Okay. C'est la différence entre les gens qui disent « Ok, top, là, on commence à bosser maintenant. Vas-y, allez, délivre sur ce que je viens de te donner. » Et les gens qui disent « Alors, combien tu vas me donner? Mais qu'est-ce que tu vas m'apporter ?» etc. Et notamment, c'est cette différence mentale extraordinaire entre les gens qui disent « Mais tu vas me facturer A. Qu'est-ce que tu vas faire en échange de A ?» Et les gens qui disent « Ok, tu me factures A, je peux te dire que ça… Ok. Alors, je paye, mais tu vas voir comment moi, je vais te faire bosser. » Et c'est eux qui prennent le fouet et ils y vont, tu vois. Et c'est les meilleurs entrepreneurs de The Family. Les meilleurs entrepreneurs de The Family, ce n'est pas les entrepreneurs qui se demandent ce que The Family peut faire pour eux. C'est les entrepreneurs qui demandent à The Family de faire des choses. Ils disent fais ça, je veux ci, je veux ça. Tu vois. Et c'est ça, en fait, qui fait très bons entrepreneurs. Okay. Un des points aussi qui est ultra important, c'est le truc de ok, ça fait 6 mois que je suis en train de travailler sur mon produit. Et ça me saoule, quoi, de faire, de faire de la prospection, ce genre de trucs. Vraiment, les choses qui disent, putain, ça m'énerve, mais il faut que je le fasse. Qu'est-ce que tu vois sur… C'est un peu de la motivation aussi. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça pour tes fondateurs? Alors, on est très inégal sur ce sujet. Ouais. Et d'ailleurs, on a un indice tout bête, c'est est-ce qu'on faisait ses devoirs à l'école ou pas. Il y a des gens à l'école, on leur dit il faut faire A, ils font A. Il y a des gens, on leur dit qu'il faut faire A parce que ça les fait chier, ils ne le font jamais. Alors, le sujet pour un entrepreneur, c'est que d'abord, c'est toujours dans les 10 ou 20% de choses qu'il aime le moins que se situent les 80 ou 90% de valeur. Et c'est souvent le point faible. Les gens qui adorent le produit mais n'aiment pas les gens, tu peux être sûr que c'est ça qui va les perdre. Les gens qui adorent parler aux gens mais qui n'aiment pas fabriquer des produits, c'est sûr que c'est ça qui veut perdre. L'entrepreneuriat, c'est une quête d'excellence et c'est une quête très proche de la philosophie de la Renaissance. À la Renaissance, on a inventé le concept de gentilhomme. Le concept de gentilhomme à la Renaissance, c'est le concept qui veut qu'on doit tout savoir sur tout et on doit exceller dans tous les domaines. Et ça, en fait, c'est une quête que tout entrepreneur doit avoir, qui est que quel que soit le point de départ en termes de compétences d'un entrepreneur, il doit absolument compléter la panoplie totale de ce qu'il doit faire. Et pour ça, il doit faire des efforts très forts. Le problème, c'est que les entrepreneurs ont tendance à faire des choses qui ne sont pas du travail et à confondre l'utile et l'agréable. Okay. Je suis invité à un networking où il n'y a aucun de mes clients, mais il y a des gens importants. C'est agréable, ce n'est pas utile. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais faire de choses agréables? Non. Moi, je prends des vacances. J'adore les vacances. Mais je sais ce que c'est des vacances. Et je ne me raconte pas quand je suis en vacances que je suis en train de produire de la valeur pour The Family. Non, je suis en vacances. Et quand je suis invité à l'Élysée par Hollande pour aller manger des petits fours, je trouve ça fun. Tu vois. C'est marrant d'aller à l'Élysée, tu te prends en selfie. C'est pas du travail, c'est des vacances. Et ça a exactement le même statut. Le drame, c'est tous ces entrepreneurs qui pensent que tout ça, c'est du travail. Et il y en a plein. Il y a plein d'entrepreneurs qui se défendent, qui se définissent par le networking, qui pensent que leur boulot, c'est d'aller networker, voir des trucs, des machins. C'est insupportable. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, il est ailleurs. Le sujet, c'est que la seule chose qui est du travail, c'est de fabriquer des produits et parler à des clients. Point. Que ce soit en ligne ou hors ligne. Et c'est ça, en fait, l'objectif. Et l'erreur numéro 1 que font les entrepreneurs, qui est l'erreur la plus fondamentale, c'est de ne pas comprendre que la chose la plus essentielle,
c'est fabriquer et parler et que tout le reste est accessoire. Par exemple, il y a des entrepreneurs qui adorent la gestion administrative de leur boîte. Ils adorent ça. Ils sont rares, mais il y en a. Alors, ils ont une compta au carré, ils ont des process incroyables. Machin. Ouais. Ça ne fait pas une boîte. Ouais, c'est sûr. C'est pas ça une start-up. Ça, c'est une bonne entreprise. Ils peuvent aller diriger. Pourquoi ils ne deviennent pas DAF d'une PME? Ils gagneront mieux leur vie, ils seront plus heureux, ils auront des papiers à classer toute la journée et ils seront bien. Mais pourquoi? Parce que c'est croire qu'on fait du travail parce qu'on a l'illusion de travailler. Mais ce n'est pas du travail. Le travail dans une start-up et l'effort au bon endroit, c'est le fait de faire des choses qui apportent de la valeur et changent la valeur de la start-up. Et ça, il n'y a rien d'autre que le produit et l'attraction. Tout le reste, c'est accessoire. Ok, super. Merci beaucoup. C'était super intéressant et j'espère que ça va aider nos entrepreneurs. N'hésitez pas à poser des questions en dessous de la vidéo. Sinon, c'est directement sur coupdeta@thefamily.co. Et puis, à très vite.